Arthur Joyeux-Bouillon, c'est une montée en puissance continue depuis son arrivée dans le monde du trail en 2017. Remarqué dès 2019 par des performances impressionnantes, la carrière sportive d'Arthur a pris un tournant en 2020 lorsqu'il a découvert son format de prédilection, l'Ultra Trail, et en 2023 quand il a rejoint la team On Running et est devenu athlète professionnel. Passionné des sports d'endurance au sens large, de l'outdoor mais aussi de l'entraînement, Arthur m'a dévoilé son approche de la performance. Dans cet épisode, il explique en toute transparence l'importance qu'il accorde à la sphère mentale de sa pratique, le suivi fin qu'il fait de ses données, parfois écrasantes, ou encore ses projets et ambitions sportives, aujourd'hui teintés d'une blessure qu'il soigne méticuleusement. Sans plus attendre, je vous propose de plonger avec moi dans cette rencontre avec Arthur Joyeux-Bouillon. Salut Arthur, comment ça va ? Salut Cyril, écoute, ça va très bien. Et puis fin de saison, donc je suis apaisé. Trop cool. Je te remercie beaucoup une première fois de m'accorder du temps. On a trouvé un créneau pour enregistrer, toi et moi, à Grenoble. En plus, on est à côté de... D'ailleurs, je remercie directement Nolio. On est dans les locaux de Nolio et qui nous ont prêté une salle pour l'enregistrement et pas n'importe laquelle. Elle est super chouette, cette salle. Donc tout est aligné pour un bon moment ensemble. Bah oui, puis ça fait un sacré moment qu'on devait se voir, donc trop cool. Ouais, c'est vrai, ça fait plein de fois que je t'avais contacté, en partie parce qu'en fait, je reviens dessus, mais t'as une formation STAPS, t'as une formation fac de sport. Et je me suis dit que pour des podcasts où je parle de comment les gens s'entraînent, tu serais quand même une personne intéressante à interviewer. Au cas où les auditeurs et auditrices te connaissent pas, tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Du coup, je suis Arthur Joyeux-Bouillon, j'ai eu 30 ans, je suis natif de Grenoble. Donc voilà, mes parents habitent dans le Vercors. J'ai grandi là-bas. J'ai commencé par le ski alpin, beaucoup de randonnées, et puis de fil en aiguille, comme ça, je me suis passionné pour beaucoup de sports, dont la natation. J'ai fait sport-études natation à Grenoble. Faut aller choisir, donc voilà. Et puis je suis allé jusqu'en maîtrise, où j'ai passé le concours d'enseignant d'EPS. Et c'est l'année où j'ai eu une opportunité de signer avec une marque de sport et de passer semi-pro, on va dire. Donc voilà, et depuis, je vis de ma passion pour le trail et le ski l'hiver. C'est ce que j'allais te demander, ton métier aujourd'hui, c'est trailer professionnel ? Alors aujourd'hui, oui, ça fait 2 ans maintenant que je suis à plein temps athlète. Avant, voilà, c'était semi. Mais tu entraînes un petit peu aussi, en plus, non ? Enfin, je sais pas si tu continues, mais t'avais annoncé que t'entraînais quelques athlètes. Ouais, exact. Avec Nolio, j'ai 5-6 athlètes, dont mon frère. En fait, ça me fait plaisir d'échanger et de prendre un petit peu de temps dans ma semaine pour apporter justement mes connaissances, mais aussi prendre un peu le retour d'autres personnes, d'autres athlètes. Et du coup, ça me permet de m'évader un peu et j'adore le partage. Donc, c'est vraiment une partie qui m'intéresse. Est-ce que t'as... Alors, on va beaucoup parler de trail, mais juste avant, est-ce que t'as une autre passion dans la vie que le trail et la course à pied ? Ouais, la passion qui me vient en premier comme ça, c'est la cuisine. Vraiment, j'aime faire à manger, cuisiner, tu vois. Je peux passer 3 heures à faire un repas, ça me dérange pas, quoi. Et maintenant que je suis pro, j'ai plus de temps, en fait. Et ce temps-là, je l'accorde un petit peu à mes autres passions. C'est marrant parce que j'ai presque l'impression, c'est ce que j'entends, j'ai interviewé plusieurs athlètes de haut niveau qui me disaient que quand ils sont passés pro, c'est pas tant le volume d'entraînement qui a beaucoup changé. Mais alors, un peu forcément, mais il y a d'autres choses qui ont changé, comme le temps passé à récupérer, le temps passé à bien manger. Pas de souci, on a failli perdre un micro. Thomas Cardin, par exemple, récemment, il m'avait dit ça. Il a dit ouais, je suis passé à 30%, mais j'ai pas tant augmenté mon volume. Juste, je me repose mieux. Est-ce que toi, t'as vécu un peu ça ? Alors moi, comme on arrive en fin d'année, j'ai déjà regardé mes stats, parce que j'adore. Sur Nolio, justement, t'as tout ton suivi. J'ai regardé tes stats de l'an dernier aussi. Ouais, donc, et tu vas pouvoir comparer. Je pense que je vais être à quasi 1000 mètres de dénivelé et 10 heures près dans le volume de l'an dernier et de celui de l'année d'avant. Donc en fait, sur 3 ans, j'ai quasiment pas augmenté. En fait, j'ai modifié certains paramètres, par exemple plus de vélo cette année, plus de ski alpinisme aussi et un peu moins de course à pied en fin de saison. Mais au global, en fait, en termes d'heures, ça reste 1150 heures à l'année. Donc, en fait, j'ai juste enlevé 40 heures de travail par semaine en moins. Et donc, qui me permettent de me reposer un peu plus, de cuisiner, de passer du temps à faire autre chose. 3 petites questions avec réponse spontanée. Quel est ton film préféré, Arthur ? Là, comme ça, c'est venu direct, Les Bronzés font du ski. Ok. Tu vois, un classique, mais voilà. Un livre préféré ? Franchement, je lis très très peu, mais j'en ai un.
Et il faut que je te retrouve le nom. Ça parle de l'histoire de l'Ultra Trail. En plus, j'ai perdu le nom, mais je le connais par cœur. C'est comment est venu l'Ultra Trail par le peuple Tarahumara. Et franchement, je le conseille à tous. Si tu retrouves le nom, C'est pas Born to Run ? Born to Run, voilà, exactement. Très bien. Et la dernière du genre, musique préférée ou artiste ? Ouais, alors je vais dire les Rolling Stones. Dont, tu vois, je l'ai écouté encore en nageant là, il y a une demi-heure, Messed Up. Ça me met. Sur un UTMB, t'as les Rolling Stones qui tournent à fond ? J'ai pas que ça, parce que voilà, j'aime bien aussi des trucs qui me ramènent en enfance, aux années lycée, collège. Mais je sais qu'elle est passée celle-là au Grand Col Ferré. Oh, ça m'a mis dans un état, j'étais trop content. Je te propose qu'on passe directement au trailer que tu es, après cette petite parenthèse un peu plus personnelle. J'ai préparé ton portrait, je vais te le tirer et tu vas me dire si je me suis trompé. Déjà en termes d'équipe, c'est marqué en grand sur ton t-shirt, je peux pas me tromper, t'es de la team On depuis 2 ans, t'as rejoint la team On en 2023, t'as d'autres partenaires. J'ai noté Naksunto, Shox, Breeze, Tingerlat, Mountain King pour les bâtons, Snow Leader, Nightcore pour les frontales, E-Tech qui est un fournisseur d'électricité verte, La Rosière, dont tu es ambassadeur, qui est une station de ski, et Pyrenex, qui est... Je sais pas ce que c'est. C'est des doudounes. Alors, ils font pas que... En fait, ils font tout ce qui est en plumes de canard. C'est des plumes issues de l'abattage pour le foie gras, notamment. Donc, en fait, ils recyclent les plumes des canards tués et ils en font des doudounes de très haute qualité. Donc, l'hiver, pour moi, en ski alpi et tout, c'est vraiment un plus. Ton entraîneur est Éric Lacroix depuis plusieurs années. J'ai pas noté depuis 2020. combien, mais ouais, depuis quelques années. T'as un UTMB index de 864, une cote ITRA de 868. Ce que j'ai trouvé intéressant en regardant un peu tes race results et tes stats, c'est que tes cotes ITRA et ta cote UTMB ne font qu'augmenter avec les distances. Tes plus petites cotes sont sur les formats courts et tes plus grosses cotes sont sur les formats 100 miles, ce qui fait de toi, je pense, c'est vraiment caractéristique de l'ultra-trailer que tu es aujourd'hui. Et j'ai comparé, parce que dans ITRA, tu peux faire head-to-head et te comparer aux sportifs que tu es en train de regarder. Tu es le 306e meilleur mondial, alors que je suis 80 998e meilleur mondial. Ça fait une petite différence de niveau. Tu savais que tu étais 306e meilleur mondial coureur ? Pas du tout, mais je savais pas qu'on pouvait faire ça sur ITRA. Je t'avoue que l'index, je regarde plus, parce que, bon, il y a des débats dessus, voilà. C'est quand même, d'année en année, c'est très complexe à comprendre. Selon les courses et les distances qu'on fait, ça cote pas, ou tu vois, l'UTMB cote bien, mais les autres courses techniques dans les Alpes, c'est impossible de coter. Donc je regarde pas, et tu vois, je savais pas mon classement au monde. Ouais, clairement, ça manque de transparence. Et je crois que ITRA, ils viennent de sortir une page où ils essayent d'expliquer comment c'est fait, mais en fait, c'est toujours pas super clair, donc je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Ouais, franchement, pour la petite parenthèse, je connais des personnes qui travaillent à l'UTMB qui m'ont dit que les créateurs, en gros ceux qui avaient fait l'algorithme, ne comprennent même plus exactement comment l'algorithme fonctionne, tellement il prend de paramètres. Quand tu vois, ça devient une machine, quoi. En termes de course à pied, j'ai noté en tout cas première course référencée, c'est en 2017, la Maxi Race, où tu as fait 32e. Puis tu as fait quelques semaines plus tard, mois plus tard, le 65 km des passerelles du Monténard à Grenoble, 2 mois après, que tu as remporté. Donc c'est un début de course de carrière plutôt prometteur. Depuis le début de ta carrière, tu as fini 45 courses, mais essuyé 7 DNF, malheureusement, dont un pour une cheville qui n'était pas en super bon état. On va en reparler plus tard. Tu as une préférence pour les formats longs et les ultras, de ce que j'ai compris. À ton palmarès, on compte des résultats impressionnants. Il y en a beaucoup, il a fallu que j'en sélectionne. 6e à l'UTMB 2024, qui semble être aujourd'hui une de tes plus belles performances. 7e à l'UTMB 2022, 9e en 2023, sur une édition qui était assez relevée. Si c'est possible de dire que l'UTMB n'est pas relevé une année. 2e à Istria 2023, 3e TDS 2021, 7e Trans Grande Canaria 2023, 9e au Mute 2019. Je pourrais citer encore plein de résultats. Est-ce que j'en ai oublié un important à tes yeux dans ta carrière de trailer ? Ouais, il y en a un, et ce qui est normal de l'oublier parce qu'il est pas du tout en termes de résultats purs beau, mais en fait moi il a changé ma carrière. Il a été le point de départ du fonctionnement avec mon entraîneur actuel, Eric. C'est l'échappée belle 2020, pendant le Covid. Je crois que j'ai mis 35h20 et j'ai fini 35e. Je crois que c'est ça. C'est ma plus longue course en termes d'heures. C'est celle où j'ai le plus dû me battre mentalement. Pas physiquement, parce que physiquement, voilà, je pense que
Je pourrais courir 40 heures, ça tiendrait. Mais mentalement, j'ai pensé à abandonner peut-être 20 ou 30 fois. Et on s'était promis avec mon entraîneur une chose, c'est que pour commencer sur de bonnes bases, il fallait que je n'abandonne pas cette course, que j'aille au bout pour apprendre sur moi. Et après, on débrieferait, on ferait un état des lieux de tout et on commencera à travailler ensemble. Donc, c'est une course qui m'a marqué, je pense, à vie. J'ai vraiment les auditeurs m'ont souvent entendu parler de l'échappée belle parce que c'est une course que je trouve magnifique et qui te broie. Je pense que c'est clairement le mot. Moi, elle m'a broyé cette année, la version 90, et j'ai pas eu la force mentale que tu as eue. Et je pense que c'est vraiment une course qui peut t'apprendre plein de choses et par laquelle j'invite en tout cas les gens à passer parce que, bon, au-delà du fait que c'est super beau, je pense que tu peux apprendre beaucoup sur toi-même au milieu de ces cailloux et perdu au milieu de nulle part, quoi. Ouais, tu l'as bien dit, caillou. J'allais te demander, est-ce qu'il y a eu un virage dans ta carrière sportive marquant? Est-ce que c'est celui que tu viens de mentionner? Ouais, il y en a deux. Alors le premier, c'est celui-là. Parce que en fait c'est venu à un moment où j'avais, je crois, essuyé 3 DNF sur les formats longs, plus de 100 km, et je pensais vraiment que c'était mon format, tu vois. Pourtant dès que j'augmentais les distances, je savais que j'étais dans mon milieu, et pourtant j'abandonnais. Le physique lâchait mais complet, et clairement l'échappée belle, ça a été la remise en question de plein de choses, et un nouveau départ. Et finalement, j'ai repris confiance avec cette course, et ce qui fait de moi aujourd'hui un vrai spécialiste du 100 miles, si on peut dire. Et le deuxième, ça a été mon premier top 10 à l'UTMB. Je dirais même les courses de l'UTMB, parce que la première fois, c'était la TDS où j'ai fait 3e, et je me suis prouvé à moi-même, pas forcément aux autres, ça je m'en fiche un peu, mais à moi-même que si je m'entraînais, que voilà, j'y allais quand il fallait, je pouvais performer avec les meilleurs mondiaux, et donc croire en mon rêve de possiblement un jour en vivre, parce que c'était une époque où quand même, maintenant ça devient un peu plus courant, mais il y avait peut-être 10 athlètes qui en vivaient. Moi, je m'étais dit, je suis sûr que ça peut le faire, quoi. Les marques, elles s'intéressent de plus en plus. Donc, premier top 10 sur l'UTMB, le deuxième. En termes de passé sportif, tu nous as dit que tu avais été plutôt nageur. Moi, la question juste que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'a fait sortir du bassin et mettre des baskets? Alors, d'abord skieur. Oui, c'est vrai. Pardon. D'abord skieur. Je skiais en même temps que je marchais. J'ai failli aller en compétition de ski. Je suis allé jusqu'à la Flèche d'Or, pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, j'étais hyper motivé. Et puis au bout d'un moment, je me suis décroché de la compète, parce qu'en ski c'est quand même très costaud, quoi, la compète. Et parallèlement, pourquoi la natation? Parce que j'ai toujours nagé l'été dans le sud. Et j'aimais quand même vraiment bien l'eau, tu vois, plonger, tout ça. Et je me suis dit, tiens, un sport facile à faire, qui coûte pas cher non plus. Des piscines, on en trouve partout. Je vais me mettre à la natation en même temps que faire de l'hiver des sports de montagne, tu vois. Été, sport d'eau, hiver, sport de montagne. Et j'ai fait finalement 10 ans de natation. Et quand il a fallu choisir à l'entrée en sport-études, spécialité ski ou natation, je m'étais posé ces deux sports-là. J'ai choisi natation parce que le ski en haut niveau, c'est très très cher pour le coup. Et j'avais pas forcément les moyens à cette époque. Et j'ai bien fait, ça m'a beaucoup forgé mentalement. Et pourquoi je suis sorti de l'eau? Parce que quand tu arrives en sport-études à Grenoble, t'es au milieu des montagnes. Donc tu te mets à courir aussi l'été. Et parallèlement, le trail montait. C'était 2013-2014, tu vois, avec les premiers UTMB médiatisés. Les amis de mes parents se mettaient au trail, donc je courais avec des gars qui avaient 45 ans, 40 ans. Et voilà, c'est venu progressivement parce que je vis ici, je pense. C'est l'appel des montagnes, ouais, quand t'étais par exactement. Là. Quand j'ai regardé ton palmarès et toutes tes courses, il est impressionnant. On peut absolument pas revenir là-dessus. Tout ce que j'ai cité avant, ça fait partie des courses les plus relevées, avec à chaque fois des positions qui sont remarquables. T'es souvent sur les podiums ou les top 10 des courses les plus relevées auxquelles tu participes. Tu joues le jeu d'aller sur là où c'est le plus challengeant, mais la plus haute marche du podium semble aujourd'hui dans ta carrière t'avoir résisté sur les courses les plus relevées. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vis comme une frustration? Est-ce que tu l'as remarqué? Je te vois sourire. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, c'est intéressant d'en parler. Je me pose souvent la question. Alors, t'as donné une des réponses, c'est que avec mon entraîneur et même moi personnellement, j'aime bien aller me confronter contre les meilleurs sur les courses les plus relevées au monde.
parce que d'une, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, si je fais 6 à l'UTMB, c'est parce que l'année d'avant j'ai fait 9, l'année d'avant j'ai fait 7, et pas parce que j'ai gagné le trail de plein d'autres petits trails qu'on connaît pas, que personne connaît, parce que je suis peut-être plus en aisance sur ces courses-là et j'apprends pas sur moi. Donc ça, c'est une des parties de la réponse. Maintenant, la deuxième, pourquoi j'arrive pas à gagner, tu vois, un ultra relevé, alors que je pense en avoir les capacités, hein. Quand on en discute, je pense que je m'entraîne, si ce n'est plus que la majorité. Il y a peut-être un déclic mentalement, avec mon entraîneur, on en parle, tu vois, de savoir où est-ce que ça pêche si je m'autorise. Je pense que cette année, par exemple, je me suis autorisé à gagner et j'ai pas gagné. Les années d'avant, je m'autorisais pas forcément à gagner. Je me voyais faire 3, 4, 5, tu vois. Mais je me disais toujours, il y a lui au départ, il y a Jim, tu vois, sur Istria. Bon, bah, Jim, T'étais allé challenger. Oui, c'est ça, mais tu vois, tu challenges en ayant dans ton inconscient une petite barrière, te disant, bah, de toute façon, je vais aller à la bataille, mais il va me la mettre parce qu'il sait courir bien plus vite que moi, et voilà. Donc, on verra l'année prochaine, mais j'espère quand même, parce qu'on est tous compétiteurs, j'espère être sur le podium et la plus haute marche d'un vrai ultra, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je te souhaite, et je pense que tout le monde te le souhaite. Mais toi, t'as pas l'air de le vivre comme quelque chose de frustrant ou de marquant. C'est pour toi juste quelque chose vers lequel tu veux tendre. Ouais, exactement, mais j'ai pas envie d'y aller tu vois, en ayant juste envie de faire premier, parce que sinon, alors on va dire avec des si on refait tout, mais si j'allais sur un ultra 100 miles où il y avait personne de mon niveau, logiquement, si je me blesse pas, je vais gagner. Mais ça, la saveur serait pas en fait celle dont j'ai besoin. Moi, j'aimerais gagner typiquement la Diag, tu vois, parce que je sais que c'est relevé là-bas, même s'il n'y a pas 80 personnes potentiellement vainqueurs comme l'UTMB. J'aimerais bien gagner l'UTMB. Ça serait, ouais, c'est des victoires dont tu te souviens toute ta vie. Et si ça arrive pas, tant pis, quoi. J'aurais fait mon mieux. T'auras fait de ton mieux. Ouais, c'est déjà un très beau message. Aujourd'hui, si je te demande, c'est quoi ton profil de course? Toi, pour toi, une course parfaite pour toi en termes de dénivelé, distance et terrain, ça ressemblerait à quoi? Avant, je t'aurais dit une TDS, parce que clairement, je le suis toujours, mais j'adore les descentes, les longues descentes. J'aime quand c'est technique, j'aime quand voilà, c'est vraiment raide, où c'est musculaire, parce que je pense que je suis plutôt un profil musculaire que coureur. Mais quand même, sur ces 3 dernières années, j'ai beaucoup travaillé le plat le vallonné. Tu vois, pour Istria, j'avais commencé là-bas. Et sur l'UTMB... Et pour le Lavaredo aussi. Ouais. Qui est un trail où il faut beaucoup courir, je crois. Exactement. Alors, c'était aussi pour ça qu'on avait choisi ces courses-là avec Eric, hein. C'est pour que sur ces 3 dernières années, j'aille me confronter avec les meilleurs sur des formats longs, mais qui me conviennent pas, qui me collent pas à la peau. Donc, je te dirais quand même aujourd'hui, je pense, j'ai quand même un petit peu cette fibre pour TDS, Restonica, Diag, voilà. Même si je pense que mes meilleurs perfs actuels sont sur l'UTMB, une course qui se court, tu vois. Petite question un peu spontanée pour clôturer ce portrait trail avant de passer à comment tu t'entraînes, comme livre-film, mais sur du matos trail. Si je te demande aujourd'hui spontanément, quelle est ta paire de chaussures préférée? Ah, chez On, forcément. Oui, bien sûr. T'en utilises aucune autre, j'espère. Non, ça fait 2 ans, franchement, alors j'en ai 20 par contre, hein. Donc ça laisse du choix. Je dirais celle que je mets le plus, en tout cas compète et entraînement, la Cloud Venture Peak. C'est un peu la minimaliste de chez On, qui va être remplacée là par un produit encore plus performant, un peu typé skyrunning, tu vois, mais moi je la mets sur même des entraînements longs, voire des courses de 40-50 km, et j'adore cette chaussure. Quel est ton aliment en course préféré? En course, tu m'as dit. Ouais, en course. Ouais, ok. Et ben, ça va être les purées. Les purées sucrées de NAC. Pourquoi pas les gels? Parce que les gels sur un ultra, je peux pas faire tout l'ultra avec des gels. Je sature en sucre. Par contre, la purée, il y a ce côté fruits et frais qui, je pense, je pourrais faire une échappée belle 100% au purée.
Quel est ton aliment en récup préféré? Alors clairement, et ça, ma chérie va acquiescer, c'est la poudre récup chocolat de NAC. Elle aime pas trop le chocolat, et c'est une forte odeur de chocolat. J'en prends mais tous les jours quasiment. Je m'attendais à ce que tu dises une pizza, mais ça me va très bien comme réponse. Oui, en récup post-course, enfin ultra, je vais prendre une pizza. Mais quotidiennement, sur l'année, des pizzas, on en mange très peu. Alors que de la poudre NAC... Le shaker chocolaté. Oh là 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 là, tous les jours. Ça marche. Un parcours préféré? Ouais, j'en ai un. Alors, il se situe à La Rosière, forcément. Là où je me suis le plus entraîné depuis 2019. C'est le Mont Valaisan. Donc c'est le sommet, à côté de La Rosière, c'est le plus haut sommet. Il est à 2852 mètres, si je dis pas de bêtises, à 5 mètres près. Et en fait, t'as une vue sur toute l'Italie. Les lacs, là où passe d'ailleurs le Tor des Géants. Donc franchement, là, je pourrais y aller. J'y vais parfois de nuit. Enfin, c'est incroyable. Ok, ça donne envie. En tout cas, faut qu'on aille à La Rosière voir ça. Si tu dois garder un souvenir en trail, celui qui t'a le plus marqué, ce serait lequel? Oh, un souvenir, c'est super dur, hein, parce que faut faire le tri avec toutes les arrivées, les départs, les courses difficiles. J'hésite en fait entre la 3e place à la TDS, parce que c'était vraiment mon premier gros résultat sur un trail de cette envergure, ou cette année la 6e place, parce que je savais que j'avais fait mon meilleur temps, et que si je faisais ça, je faisais au moins, je pense, 1 an de coupure avec l'UTMB. Donc ça avait une saveur, tu vois, très particulière. Je pense qu'à choisir, je prendrais cette année quand même. Et alors on y vient parce qu'on utilise, toi et moi, les mêmes modèles de montres. T'es chez Suunto, moi aussi. Quelle est ta montre préférée dans la gamme de Suunto? Eh ben, tous les jours, là j'ai la dernière, c'est la Race S. Et c'est celle que je porte vraiment tout le temps, maintenant. Or, si j'ai besoin, par exemple, pour un ultra très long, je vais prendre la Race classique ou la verticale qui tient plus de 40 heures en mode perf. Mais en fait, la Race S, elle est très petite. Du coup, tu peux la mettre avec tout. Au quotidien, elle passe avec les vêtements. Là, tu vois, je viens de nager. Tu la sens pas au poignet. Donc vraiment, la Race S, ouais. Alors, pour les personnes qui écoutent et qui connaissent des produits Suunto, on va rentrer juste pendant quelques instants sur des caractéristiques un peu des montres, mais je trouve qu'il y a 2-3 points en tant que trailer qui sont super à utiliser quand tu as une Suunto. Est-ce que tu utilises sur les traces le guidage d'ascension, le Climb Pro, toi, sur les parcours que tu connais pas ou même que tu connais? Ouais. Moi, je suis un peu un geek, on dirait pas comme ça, mais j'adore tout ce qui est électronique. Tu vois, donc que ce soit les montres, les écouteurs, enfin tout ce qui est comme ça qui aide j'adore. Et je bidouille beaucoup la montre. Donc Climb Pro, je l'utilise. Et tu vois, à La Rosière, il y a beaucoup de dénivelé. Donc en fait, moi, c'est des options qui m'aident beaucoup. Mon dénivelé à l'heure, savoir combien de montées je suis, combien de descentes. Ça, c'est vraiment utile pour moi. Pour les personnes peut-être qui le savent pas, il y a des fonctionnalités sur d'autres montres, mais en fait, c'est un découpage d'une trace en X montée et X descente, et qui nous notifie quand on arrive dans la montée qu'il y a une montée de tant de mètres, telle distance, qu'on est à tant à l'heure, etc. Donc ça découpe un petit peu le parcours. Peut-être que déjà mentalement ça fait du bien de ce découpage, ce pré-découpage, on va dire. Ouais. Alors faut préciser qu'il faut juste créer un itinéraire ou importer une trace, parce que certains m'ont dit quand je pars m'entraîner, ça me dit pas que je suis là. Bah ouais, parce que la montre elle a pas forcément compris que dans l'itinéraire tel point faisait qu'on était dans le début d'une montée. Il y a tellement de chemin que voilà. Donc faut créer son itinéraire, et alors ça a été sorti, je crois, 2 jours avant ou le Lavaredo, et donc j'ai eu la Race S pour le Lavaredo et je l'ai expérimenté le jour de la course. Vraiment très pratique. Franchement, on a beau connaître par cœur le parcours. Tu vois, sur le Lavaredo, je l'avais déjà fait, l'UTMB aussi, mais quand ça vibre, ça te dit une montée de moyenne 12%, 650 de dénive, ok, je connais le pourcentage, je vais pas m'enflammer, voilà. Je souris quand tu dis ça, ça me fait beaucoup rire parce que sur l'échappée belle du coup que t'as fait, quand j'ai attaqué la partie qui va du pont du Breda au sommet du col de je sais pas où, j'ai oublié le nom. Moi sur le 90, toi t'y passais pas, mais moi j'y passais sur le 90. Là, ça m'a annoncé quelque chose comme, 8 km, 1007, pente à 30% de moyenne. Et j'ai vu ça, je me suis dit, comme toi, effectivement, faut peut-être que je me calme, mais il faut que je fasse gaffe. Mais tu vois, quand t'as ça à la montre, des fois, par contre, ça peut faire l'effet inverse. Genre, waouh, ok, faut vraiment faire gaffe. Ouais, c'est ça. Après,
libre à chacun de le mettre ou pas mettre. Mais je pense aussi à ceux à la Diag qui attaquent le Maïdo. Bon, tu vois 2000. Tu fais bon bah voilà. Hein. Et est-ce que tu utilises tu traces des itinéraires avec Suunto? Moi, j'utilise beaucoup la carte de chaleur. Parce que du coup, ça me dit si des gens sont beaucoup passés à un coin ou pas, alors que je me suis déjà planté avec d'autres applications et je me suis retrouvé sur des sentiers complètement pourris. Tu l'utilises toi ou pas trop? Ouais, j'ai été un des premiers, je pense, athlètes Suunto à vraiment adorer ce mode de carto. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, j'ai expliqué comment l'utiliser. Moi, je ne trace qu'avec ça en trail, et comme tu dis, j'essaie de prendre les traces qui, alors, sont pas les plus foncées parce que parfois c'est des autoroutes, hein, il y a plein de gens qui y vont, mais je prends jamais celles où il y a rien parce que tu te retrouves n'importe où. Ouais, tu sens que ça va pas le faire du tout comme sentier. Arthur, je te remercie pour cette partie-là. Je pense qu'on a une bonne vision de qui tu es. Je te propose qu'on rentre à comment est-ce que tu t'entraînes. La première question que je vais te poser dans comment tu t'entraînes, c'est quelle est ta relation avec ton entraîneur? Est-ce que tu as beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie? Au contraire, c'est très cadré, tu as toutes tes séances dans Nolio et tu les respectes? Comment tu interagis? Alors, c'est très libre. C'est très libre. Pourquoi? Parce que il sait que moi-même j'entraîne. Il sait que j'ai fait une formation en STAPS et que je suis vraiment passionné de data. En fait, j'adore comprendre comment je m'entraîne, mes intensités, mes zones, je connais tout. Et du coup, il me laisse une grande liberté, mais il est là pour me mettre un cadre. Une limite droite, une limite gauche, comme on dit. Tu vois, parce que sinon, j'en ferais trop, en fait. Du coup, c'est top parce que ça veut dire que tu sais bien comment tu paramètres tes entraînements, et si on commence à le décortiquer, une des grandes dimensions qu'il y a dans l'entraînement, c'est le volume et les intensités. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu approches ton volume d'entraînement? Est-ce que c'est quelque chose que tu calcules, que tu estimes en heures, en kilométrage? Est-ce que tu le regardes pas spécialement et tu vas juste courir? Comment tu fais? Eh ben, ça, par contre, c'est lui qui s'en occupe. C'est Eric qui gère pour que d'année en année, on trouve les 2 pics de forme dans ma saison au bon moment. Parce que ça, moi, par contre, j'ai beaucoup de mal à le faire. En fait, je vais plus fonctionner en fonction de la météo, en fonction de... Tu vois, s'il fait 3 semaines beau, je vais faire 3 semaines de volume. Alors que c'est pas forcément intéressant pour la compète qu'il y a 2 mois après. Donc ça, c'est vraiment lui qui gère mes phases de volume. Par contre, moi, j'ai tendance à faire un peu trop d'intensité. Tu vois, donc pareil, lui, il va me limiter. Même si on en fait quand même 3 par semaine, hein. Donc ça reste important. Alors que tu fais de l'ultra. Oui, mais souvent on me pose ces questions. Moi, ça me surprend pas. Ouais, je sais. Mais tu vois, souvent on me dit, parce que sur Strava je mets beaucoup de choses, et on me dit, mais pourquoi tu fais du 30-30? Pourquoi 20 fois 30-30? Pourquoi des 1-30? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu le sais aussi bien que moi, si tu décales tes premiers seuils, tu vas te permettre de décaler ton dernier seuil d'endurance. Donc en fait, il faut tout travailler. J'avais interviewé Guillaume Millet sur le sujet, qui est chercheur en ultra, et sa réponse est exactement ça, c'est que globalement, si tu passes ton temps en bas, ton plafond va redescendre, et si tu cherches à monter, tu vas te donner de l'air et tu vas aller chercher plus haut. Alors évidemment, il faut pas faire que du 30-30 quand tu prépares un ultra, sinon ça irait pas du tout. Mais quel que soit le sport d'endurance que tu veux faire, ça va être utile. Et dans ses travaux qu'il a publiés, lui, c'était quelque chose comme VO2 max, c'était genre 50% de la perf. Alors, c'est pas comme en cours, où c'est 70 ou 80%, mais 50%, c'est pas rien quand même. Si je te dis que là, 50% de ta perf, c'est ça, tu vas vouloir l'améliorer quand même, je pense. Non, mais exactement. Et on a tendance à dire, tu sais, il faut faire 80% d'endurance. Ouais, polarisé. Voilà, zone 2, pour 20% d'intensité. Mais moi, je le prends un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a des périodes dans l'année où je vais faire beaucoup plus d'endurance, donc presque 90%, notamment l'hiver, tu vois, en ski alpinisme, j'ai pas de séance. C'est moi qui me fais mes propres séances. Et j'aime tellement être en montagne que je fais beaucoup plus d'endurance. Donc en fait, l'été, entre les ultras, je vais remettre un peu de fractionné, mais pareil, avant, début de saison, que de l'endurance. Donc, ce qui fait qu'au milieu, je vais peut-être avoir 3 ou 4 séances d'intensité par semaine. Ça paraît beaucoup pour certains, mais à l'année, il faudrait que je regarde, on doit être dans ces paramètres-là. En fait, à l'année, tu es en 80-20 à peu près, à la louche, pas besoin d'être au pourcentage près, avec du polarisé, mais en fait, selon les cycles de travail. Alors, je suis trop content de t'entendre dire ça, parce que j'insistais vraiment, et encore hier soir, j'avais un live où je répondais à des questions sur l'entraînement d'endurance, et j'insistais sur l'importance de travailler avec des cycles
Il y a des fois, tu travailles beaucoup l'endurance, des fois, tu travailles beaucoup l'intensité. Même un ultra-trailer comme toi qui va faire sur un cycle 3 à 4 séances d'intensité semaine, si c'est sur un cycle et qu'après, tu changes de cycle, c'est pertinent. Et du coup, je suis trop content de t'entendre parler de ça maintenant. Je savais pas du tout que c'était ta réponse, mais ça rejoint exactement ce qu'on disait. Pourtant, je suis pas un fan de sprint, hein. Loin de là, hein. Tu vois. Après, j'adore le goût de l'effort. Donc, une fois la séance finie, je suis un peu. On est tous, je pense, on aime ça. Tu vois, on aime avoir mal sur le home trainer et tout. Quand c'est fini, je suis là, ouais, trop bien. Et finalement, ça valait le coup. Mais j'aime pas. Sur le moment, je préférerais être très longtemps dehors, sous la pluie, par exemple, mais lentement. Mais ceux qui nous écoutent, personnellement, moi, je prendrais comme exemple Kylian. C'est quand même notre maître à tous. Il s'en sort pas trop mal. Ouais, et quand on voit les intensités qu'il se met, c'est incroyable. Et il est bon partout. Donc, tu vois, ça montre un peu. Ah ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et aussi, un point que tu as soulevé qui est super important, et je le ressouligne ici, parce que tu l'as dit, quand tu montes des curseurs, par exemple, tu montes le curseur intensité, t'en fais beaucoup par semaine, t'en baisses d'autres. Tu montes pas les curseurs d'intensité pendant que tu continues à faire 150 bornes de footing. T'en baisses d'autres parce que sinon t'exploses. Mais ça, c'est important de le dire parce que j'ai même des amis avec qui je parle. Je vois bien que quand ils montent un curseur, ils descendent pas les autres. Et en fait, ils se blessent très souvent ou alors ils progressent plus, ils régressent même. Parce que le problème, c'est ça. Si tu montes l'intensité à 4 par semaine, mais que tu continues de faire tes 3 séances d'endurance plus de 4 heures, mais à la fin de la semaine, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'es en surfatigue. Donc la semaine suivante, tu veux faire que de l'endurance, mais t'es en surfatigue, donc, et c'est un cercle vicieux. Donc t'as raison, il faut vraiment jouer. Tu vois, moi je vois ça comme deux barres, deux jauges. Si j'en monte une, l'autre doit baisser pour que l'équilibre il reste au même point. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc on a à peu près... Alors, tout le monde n'est pas obligé de faire 4 séances par semaine d'intensité. Hein. C'est aussi parce que toi, c'est ce qu'on vient de dire, tu as du temps pour récupérer. Mais déjà, pour quelqu'un qui travaille, etc., ça veut dire que c'est sur des périodes, ils peuvent passer peut-être à 2-3 par exemple. C'est déjà pas mal. Comment tu décharges, toi, l'entraînement? Est-ce que c'est, par exemple, un format 3 semaines, une semaine, 4 semaines, une semaine, ou est-ce que c'est pas du tout régulier comme ça? C'est quand même assez régulier parce que mes objectifs depuis 2020, c'est que sur des ultras, des longs ultras. Donc, on a gardé un peu la méthode qui marche bien. Avec moi, en tout cas, c'est de pas trop décharger parce que j'aime quand même être dehors. Mais j'ai regardé, on décharge par semaine, les 3 dernières semaines, avant un UTMB, par exemple, prenons un cas concret, 25% par semaine. J'ai remarqué, c'est à peu près ça. Hein. Donc, tu vois, si je fais 30 heures ou 45 heures S-4 de l'UTMB, je vais réduire de 25% la S-3 et de nouveau 25. Donc, pareil, il y en a qui m'ont dit, mais tu fais encore beaucoup d'heures la dernière semaine. Mais regardons ce qu'on fait à S-4. Quelqu'un qui fait 10 à S-4, bah ouais, il va faire 2 heures. Mais moi, j'en fais 45 à 4 semaines du UTMB. Donc, tu vois, ça reste à peut-être 10. Ah ouais, ça me fait penser à... Il y avait des gens qui avaient dit ça sur les semaines d'entraînement de gym avant l'année où il a gagné, en disant, ouais, il est encore à 120 heures... 120 km, pardon, pas 120 heures. 120 km, et on dit, oui, mais il y a 3 semaines, il était à 350 ou 330. Donc, 120, en fait, pour lui, c'est devenu 50% de son volume. Donc, ça... En fait, ça va. Ouais, exactement. Et si tu décharges trop, quand tu fais des grosses semaines comme ça, ton corps, il va se dire, ok, bah, je me mets en stand-by. Donc, pour nous, c'est pas bon non plus, tu vois. Faut arriver à trouver son juste milieu. Voilà, moi, je pense que c'est pas mal 25 par semaine en moins, tu vois. Pour les auditeurs qui le souhaitent, j'ai un épisode entier sur l'affûtage, parce que c'est de ça qu'on parle là. On est en train de parler d'affûtage. Mais en fait, la question là-bas, c'était sur au quotidien. Et en fait, au quotidien, sur tes semaines d'entraînement en général, t'as pas trop de décharge régulièrement. Ah oui, alors au quotidien, non, c'est pas au quotidien, hebdomadairement. Très rare. Ah oui, d'accord. Non, j'avais pas compris. À l'année, là, c'est 2024, ça devrait être comme 2023, à 2 jours près. J'ai eu 8 jours de repos. 8 jours totalement off. Sur l'année entière. Sur l'année entière, ce qui correspond à 8 ou 9, tu vois, 9 jours, ça fait 3 jours par ultra. Parce qu'il y a 3 jours d'inflammation après vraiment un effort intense. Et ça, je les respecte maintenant pour éviter justement d'aller me blesser à la reprise tout de suite. Je laisse l'inflammation se terminer et je reprends par du vélo ou après j'adapte. Il y a un profil, il y a quelque chose qui te caractérise beaucoup, en tout cas dans ton entraînement, c'est le croisement.
Tu croises beaucoup. J'ai regardé les stats que tu as publiées l'an dernier, et donc c'était début 2023, fin 2023. Et là, tu viens de dire que c'est à peu près pareil. Tu avais fait 30% environ en sport porté, si je combine ski et vélo. Et il n'y avait même pas la natation, mais je sais pas si tu nages beaucoup. Pourquoi en fait tu fais autant de croisés? Parce que tu aimes, parce que tu penses que c'est utile pour toi? Alors, je ferai toujours du croisé ski, course à pied. Ça, c'est sûr, parce que la saison d'hiver, je la fais à ski. Et ça, c'est un plaisir fou. Donc, tu vois, j'aurai toujours ce croisement été-hiver. Après, le vélo, c'est venu vraiment il n'y a pas si longtemps, 2022, je pense. 2021, je faisais pas encore beaucoup de vélo. 2022, j'ai pris goût, en fait, petit à petit au vélo de route. Mais en montagne, par contre, tu vois, je fais jamais de plat. Parce que on travaille l'endurance de force. Et ça me permet d'avoir, avec les années, un volume à l'année qui stagne, voire augmente légèrement, mais en gardant exactement le même volume à pied. Donc tu vois, je vais limiter un peu les impacts en fin de saison, je vais limiter quand je sens que ça me tire à un endroit, hop, je passe sur le vélo, et du coup je croise beaucoup, mais parce qu'aussi je me force pas, tu vois, j'aime bien. Voilà, si je pouvais plus courir, je pense que je courirais plus que je ferais du vélo. Mais après j'adapte, et la natation, j'aime encore nager, mais si tu veux, je vais y aller comme là actuellement, parce que je peux plus courir, et en fait ça me permet de me décharger, tu vois, physiquement, et je suis beaucoup plus serein après. Ça te permet d'utiliser ta montre Océan également, peut-être. Je sais pas si tu l'utilises spécialement, mais ouais, c'est un exemple de la natation. Dans les sports croisés que tu n'as pas mentionné, le némésis des trailers, c'est la muscu, le renfort. Est-ce que t'en fais? Je sais pas si je l'ai déjà dit dans des podcasts. J'en ai tellement fait quand on nageait, tu vois, pendant 10 ans. Il faut savoir que la natation, c'est à peu près 50% dans l'eau et 50% de renfort. J'en ai tellement fait, et je prends assez vite du volume. Donc certains sont contents quand ils prennent du volume en muscu. Moi, je cherche pas ça dans notre sport. Donc en fait, j'en fais très peu, et j'en discutais avec mon entraîneur, savoir si on devait en remettre ou pas. Il me disait que vu que l'hiver, je fais que du ski alpinisme, quasiment, le ski, en fait, c'est un très très bon sport pour le gainage, l'équilibre. Tu travailles tous les muscles internes, en fait, reliés à l'équilibre, dont la ceinture pelvienne. Et donc ça, plus un peu de natation, tu vois, quand j'en ai l'occasion, j'ai un gainage quand même assez costaud, et aujourd'hui, je fais quasiment plus de renfort. Ouais. Ok. Et t'as oublié les squats sous une barre, ça c'est fini. Exactement, ouais. J'ai plus de barres à la maison, et si, j'ai des barnacs. Tu peux essayer de les soulever. Mais non, je fais plus avec charge depuis longtemps, ouais. Est-ce que tu utilises des indicateurs pour suivre ta forme? Ça peut être la VFC, ça peut être un petit questionnaire que tu remplis. Est-ce que tu utilises des choses pour savoir si ça va ou s'il y a peut-être un petit pépin? Oui, pareil, depuis que je suis avec Eric, on a mis en place un suivi VFC. Alors, il est pas forcément, il est pas quotidien, parce qu'on s'est rendu compte que ça servait pas à grand chose de regarder tous les matins. Et il est plus poussé sur des phases, tu vois, 2 mois avant l'UTMB, 2 mois avant le Lavaredo. Chaque gros objectif, 2 mois avant, on se met, et je prends ma VFC 2-3 fois dans la semaine, et on adapte un petit peu ces phases de volume en fonction de ma VFC. Après, au quotidien, je regarde la FC de repos, par exemple, tu vois, si elle augmente la nuit, c'est que t'es un peu fatigué. Je regarde ma FC max sur les séances d'intensité. Si j'y monte plus, là, c'est que voilà, faut que j'en fasse un peu moins de l'intensité, tu vois. Donc je regarde ces paramètres-là, c'est pas mal cardiaque quand même ce que je regarde. Donc VFC et un petit peu peut-être de sensation, ouais, pour adapter. Oui, après la sensation, c'est le guide ultime de ma pratique, donc ça c'est au quotidien, mais sinon c'est plus cardiaque, ouais. J'allais te poser une question, mais je la trouve presque idiote de te la demander. J'allais te demander comment est-ce que dans ta carrière de trailer, t'as trouvé l'équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie sportive? J'ai le sentiment parce que je te suis depuis quelques années à travers les réseaux, j'avais le sentiment que ton passage chez On, c'est ça qui a vraiment été un déclic de c'est bon, je suis athlète pro et maintenant c'est équilibré. Est-ce que je me trompe? Non, et c'est pas une question bête, parce qu'on nous la pose souvent à ceux enfin les athlètes pro à 100%. Depuis que je suis passé chez On, en fait, ça m'a surtout permis de passer 100% pro. Et donc je les remercie, enfin je leur serai éternellement reconnaissant. Ils m'ont fait confiance, ils continuent de me faire confiance.
Et si tu veux, avant, l'équilibre, il était pas parce que quand tu travailles 40 heures, que tu t'entraînes 30, que tu as une vie privée à côté, en fait, les trois passent pas. Donc, il me manquait quelque chose. C'était la vie privée, hein, on se voyait plus avec ma chérie. Je passais mon temps libre à aller m'entraîner de nuit. C'était compliqué. Et ça me coûtait, tu vois, vraiment. Alors à elle aussi, mais surtout à moi. Je me disais, mais en fait, c'est pas équilibré, là, c'est pas sain ce que je fais. Et du coup, ça m'a permis, depuis 2 ans, de retrouver cet équilibre, ce triptyque entre vie privée, entraînement, et puis vie professionnelle, parce que mon entraînement fait partie de ma vie pro, donc maintenant, je suis beaucoup plus zen. On n'a pas trop parlé alimentation, en tout cas au quotidien. Est-ce que tu surveilles ton alimentation au quotidien? Tu as dit que tu aimais manger. Est-ce que tu le surveilles? Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier? Est-ce que tu comptes tes calories? Depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de data, que tu aimes ça. Est-ce que tu en es à compter tes calories? Non, ça j'ai jamais fait, parce que je pense que je prendrais peur. En vrai, j'adore le chocolat noir, j'adore les purées de cacahuètes, d'amandes. Donc si tu veux, les calories, je suis pas là à regarder, et je pense que quand on fait autant d'heures d'entraînement par semaine, on peut manger quasiment ce qu'on veut. Après, il y a des périodes où quand j'en fais moins, je vais prendre du poids. L'hiver, je sais que je prends un peu de poids parce que à mon avis, on est bien fait aussi, tu vois, quand on passe son temps à -10 dehors, on stocke plus les graisses, on a envie de plus de graisse. Donc je regarde aux sensations, je sais à peu près combien de kilos je peux prendre et perdre. Tu vois, je fais +5, -5 quand même. Pour l'UTMB, j'arrive à perdre 5 kilos par rapport à mon poids d'hiver. Donc tu te sens beaucoup plus light. Mais par contre, j'ai pas de régime. Ça doit faire quasiment ça doit faire quoi, 7% de ton poids, 6% de ton poids, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, 5-6%. Je fais 67 l'hiver. Ah oui, ok. Désolé, je t'ai estimé plus lourd, je suis désolé. Avant, quand je nageais, je faisais 72. Ok. Non, 67, 68 l'hiver, et tu vois, je tombe à 63, 64 pour l'UTMB. Et après, non, on essaie de manger le moins possible de viande maintenant, parce que c'est un choix juste personnel, et on en mange au resto, et j'ai pas de régime, mais on fait juste attention à certaines choses par conviction. Ouais. Il y a une petite question que je voulais te poser à toi, parce que tu fais beaucoup de ski et tu as dit que tu venais du ski alpe. Est-ce que tu as l'impression que ta relation à l'utilisation des bâtons, elle est ultra teintée de ton passé sportif dans le ski, etc. Est-ce que dès que tu les as pris, tu as vu une énorme différence sur comment tu cours, ou comment tu les utilises, ces bâtons? Ouais, ça me fait rire, parce que les quelques athlètes qui font une carrière aussi de ski alpiniste, ils analysent très très vite l'utilisation des bâtons chez les coureurs. Et en fait, il y a plein de coureurs, faut pas qu'ils les utilisent. Ils perdent l'utilisation de leurs bras, et en plus, ils se servent pas de leurs bâtons. Mais moi, clairement, je sais que quand je les mets, ça me soulage. Pour le coup, je pense que les datas sont bonnes, c'est 30% d'effort musculaire dans les jambes, tu vois. Donc, c'est sur un UTMB 20 heures. Pendant 20 heures, je bâtonne. Et sur les vidéos, on voit, quoi. Je pousse sur les bâtons. Ludo Pommeret, qui fait aussi du ski, me dit souvent, allez, maintenant, pousse autant que t'es con. C'est un peu le dicton, tu vois. C'est parce qu'on met tout dans les bras, parce qu'on sait les utiliser. Et c'est une vraie aide. Hein. J'aime pas trop faire ça, parce que je trouve que mon niveau est extrêmement différent du vôtre, donc faire une comparaison, c'est presque ridicule. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé le trail et la rando, dès qu'on m'a mis une paire de bâtons entre les mains, j'ai un passé d'entraînement à ski alpin également. Il y avait une différence énorme, en fait. Dès que je les ai eus, je me suis dit, mais en fait, ça marche super bien. Et puis tu pousses, quoi. T'as une dragonne, tu pousses et ça avance. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'apprendre à les utiliser. Et par contre, ceux qui viennent du ski ou qui en font beaucoup, c'est presque nécessaire. Dès que tu les as en main, c'est l'objet que t'es content d'avoir, quoi. Ouais. Alors par contre, tu vois, je me suis amusé à comparer sur des efforts des segments assez longs à la Rosière, de par exemple 600-700 mètres de dénivelé, sur une portion à 20%. Donc 20%, c'est la limite où normalement t'es plus efficace avec des bâtons. Et j'ai fait ça à bloc. Vraiment un test. Et alors à 1 minute près, hein, je vais plus vite sans bâton. Donc tu vois, alors que je pense utiliser extrêmement bien les bâtons. Mais le cœur, en fait, a une réserve un peu plus grande que pour les muscles des jambes sans les bâtons. Donc, sur un effort comme ça de 600-700 mètres, tu vas pouvoir pousser tout ce que tu peux dans les jambes. Par contre, en économie d'énergie, là, sur du long, quand tu fais 30 bornes
avec 2000, sans bâton et avec, quand tu rentres chez toi, ce qui est intéressant, c'est de voir si, avec les bâtons, t'es pas plus frais, hein, ou moins entamé, tu vois. Et moi, c'est clair et net. Je rentre de 30 bornes, je suis bien, quoi. C'est marrant parce que moi, j'ai eu l'inverse sur des séances. Alors, moi, je fais du fractionné avec les bâtons, mais j'imagine que toi aussi, tu fais des travaux d'intensité avec bâton. Mes athlètes, ils en font. Et j'ai remarqué que j'arrive à me mettre plus haut en cardio avec bâton que sans. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas. Alors, soit j'ai une limite au niveau des jambes qui fait que je vais pas chercher assez haut en cardio. Et là, avoir les bâtons, c'est un nouveau groupe musculaire dont je cherche plus haut. Je sais pas trop. Mais moi, j'ai réussi à monter plus haut dans des côtes avec bâton en marchant vite qu'en courant. Mais ça dépend de tellement de caractéristiques différentes entre les athlètes. Ouais, parce qu'en soi, tu pourrais, si tu es très efficace avec les bâtons ou sans, monter à la même fréquence cardiaque, FC max, tu vois. Et moi, j'arrive globalement un peu plus à monter en FC max sans les bâtons. Mais par contre, je suis plus économe avec bâton à la même vitesse, si tu veux. Voilà. Dernière question de cette partie sur l'entraînement. Est-ce que tu accordes une place à la science dans ton approche? Est-ce que, avec ta culture STAPS, tu as gardé une envie de lire des choses de vulga, lire des articles? En plus, ton entraîneur, il est prof en STAPS également. Est-ce que tu as gardé ça ou est-ce que tu as préféré le mettre de côté maintenant et tu t'intéresses à d'autres choses? Non, c'est une autre de mes passions, après la nutrition, tu vois, c'est comment fonctionne le corps humain, physiologiquement, hein. Parce que, comme tu l'as dit, Eric, il est prof en STAPS, il sort des ouvrages scientifiques, donc je lis ses œuvres, et en fait, j'adore comprendre comment... Tu parlais de nourriture, mais ce qu'on ingère, c'est solide. Comment je le transforme en énergie? Quel aliment je prends quand j'ai une blessure? Parce que je prends pas de médicaments. Donc en fait, je vais me soigner avec du curcuma, avec l'association curcuma-poivre. Tu vois, en fait, tout ça m'intéresse, mais surtout me passionne en me disant, mais qu'est-ce qu'on est bien fait, tu vois? Dans la nature, on a toutes ces choses qui sont faites pour tel ou tel aspect de la performance ou autre, mais je pourrais passer un temps fou à lire des documentations sur comment on fonctionne. Ok, super. Donc, un passionné de littérature presque scientifique. Petite pause dans cet épisode. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite également à découvrir mes autres épisodes comme les Scientific Day qui vous aident à progresser en trail et en running avec la science ou les tests matériels en vous rendant sur ma chaîne YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre les coulisses de Courir Mieux, mes aventures sportives et mes entraînements, mais également découvrir d'autres contenus, vous pouvez me retrouver sur Instagram à @courirmieux. Et enfin, pour les plus assoiffés de connaissances ou les plus curieux, on se retrouve sur le Patreon de Courir Mieux, où contre une petite participation financière qui me soutient, vous aurez accès à des vidéos privées, des échanges avec ses membres et moi-même, et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Tous les liens sont dans la description, la pause est terminée, on retourne à cette rencontre. Je te propose qu'on passe à la suite de cet entretien, à la fin, où j'ai plein de questions à te poser. Mais avant, je te propose de te prêter au jeu du « tu préfères », que tous les invités sont malheureusement... Il n'y a qu'une seule personne qui a échappé, c'est Martin Kern. Il a eu un quiz, plutôt sur la Diag. Je crois qu'il a répondu à aucune question, quasiment. 1 sur 6, je crois, il a eu bonne, donc pas bol. Mais toi, je suis revenu au « tu préfères ». J'en ai préparé 6 des petits « tu préfères ». Tu connais le jeu? Ouais. Ok. Je commence assez simplement. Tu préférerais t'appeler Arthur Europotage ou Arthur Sympathique Soupe? Europotage. Europotage. Parce que Europotage est plus connu dans le monde du trail. Et ton groupe Instagram, ta chaîne, ton canal Instagram s'appelle Europotage. Ouais, exactement. C'est venu de Les Genoux dans le Gif et Ludo Pomeray. Les deux ont trouvé le même surnom. Ok, on salue Ludo s'il nous écoute. Tu préfères faire un UTMB avec de la trompette dans les shocks non-stop ou pas de musique du tout? Oh, là, tu me poses une colle. Tu sais que j'étais trompettiste ou pas? C'est pour ça que je te pose cette question. Ça va. Non. 20 heures avec de la trompette, je prends le pas de musique. Désolé. T'as beau aimer la trompette, non. Ouais, non.
T'as déjà révélé ce passé de trompettiste au micro? J'ai dû le révéler une fois, je crois, parce qu'il fallait dire quelque chose que les gens ne savaient pas sur moi, et j'ai choisi ça. Mais c'est passé un peu inaperçu. T'en as pratiqué pendant combien de temps? Et franchement, 12 ans de trompette. J'ai fait de l'harmonie 2 fois par semaine. Je suis allé à Prague jouer avec l'harmonie. Enfin, c'est des années que j'oublierai jamais. Hein. C'était vraiment très très carré aussi. Ça m'a appris la rigueur de la musique. Et je pense que je reprendrai un jour. Ok, t'en joues plus du tout aujourd'hui? Ben non, en fait, c'est chez mes parents qu'il y a tous les instruments. Mais j'aimerais bien. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, justement, tu vois, la question s'est posée plusieurs fois de reprendre la musique. Au vu de tes réponses précédemment, je pense que celle-ci va être rapidement choisie, mais je l'avais quand même préparée. Tu préfères refaire la Diag des Fous ou refaire l'échappée belle? Si j'ai qu'un choix, quand même, je sais pas si tu t'y attendais, mais la Diag. Ah Ouais. oui, c'est à ça que je pensais moi. Je pensais bon, que t'allais dire la Diag. Ça va, la Diag. Parce que tout à l'heure, t'as dit que t'aurais aimé, que t'aimerais la gagner, par exemple. Donc pour moi, je pensais que t'allais répondre la Diag. Ouais, la Diag, à ce jour, des courses que j'ai faites, c'est la plus belle. La plus dure, je sais pas, parce qu'il y a l'échappée belle pour moi est quand même au même niveau, hein, faut pas. Mais la plus belle. Ok, la Diag. Tu préfères participer à la Barclay ou au Tour des Glaciers? Ah non, alors au Thor. Ouais, je sais qu'un jour j'y viendrai. Les glaciers. Hein. Ouais, j'ai. Ok. Parce que c'est pas le 450, Tour, quoi. voilà, c'est pas Oui, le Tour oui, des oui. Géants. Non. D'abord le Tour des Géants, on fera. Hein. Mais je sais que j'y viendrai parce que ça reste de l'ultra trail, tu vois. La Barclay, pour moi, c'est un autre sport encore, tu vois. On sort de l'ultra, il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu. Voilà, c'est plus un défi, mais moi, je suis plus Thor. Ok, très bien. J'espère que personne ne te glissera une petite lettre sur ton Tour des Géants. On sait jamais, ça peut arriver apparemment. Tu préfères faire une séance de PMA en côte à suivre Jim Wamsley ou à suivre Kylian? Waouh. T'as déjà pris 10 BPM là, juste à y penser. Ouais. Mais en vrai, vu que je suis compétiteur et j'aime bien voir ce que les autres peuvent produire, j'adorerais faire une séance avec Kylian, me rendre compte en fait de la douille que je prendrais dans les montées, tu vois. Et je pense qu'il me prendra en photo parce qu'en ski alpi, c'est ce qui se passe avec les meilleurs. Parfois, il part et puis pendant la sortie, il fait des contenus comme ça, alors que les gars sont en intensité. C'est Kylian, quoi. C'est Kylian, très bien. Et la dernière, pareil, j'ai peur de la réponse. Tu préfères la Rosière ou Grenoble? Là, je peux pas. Je vais choisir parce que c'est le cœur qui va parler, c'est la Rosière. Même si je suis hyper bien autour de Grenoble, hein, c'est chez moi, quoi. Tu vois, le Vercors, les 4 massifs, en fait. C'est ça qui est incroyable ici. Et j'ai des attaches dans les 4. La Rosière, ça a été vraiment mon coup de cœur en 2018, je crois, avec le trail du Petit Saint-Bernard. Et en fait, là-bas, j'ai été accueilli. On dit qu'en montagne, parfois, c'est un peu dur d'être accepté. Moi, je pense faire partie du village là-bas et j'y suis bien, quoi. Eh bah, écoute, la Rosière est sur ma liste d'endroits où il faut absolument que j'aille. Arthur, je te remercie de t'être prêté à ce petit jeu. D'habitude, je dédie cette partie de fin à un point en particulier que je veux aborder avec l'athlète. Et en fait, j'en avais tellement que je voulais aborder avec toi que j'ai pas réussi à choisir. Donc, ça va peut-être des fois passer un peu du coq à l'âne, mais j'ai fait une liste de questions que je voudrais te poser. Et je te propose de commencer par ton actualité qui est pas la plus excitante, c'est pas le plus rigolo dans la vie d'un sportif. T'es blessé? Tu veux nous en parler? Ouais, je suis blessé et je trouve très intéressant d'en parler parce que justement, tu vois, j'aimerais bien faire un post Instagram comme quand j'ai eu mon entorse. On montre souvent quand tout va bien, quand on s'entraîne, que machin. Mais les gens, ils ont besoin aussi de savoir que nous aussi, on se blesse, que nous aussi, on met tout en œuvre pour aller mieux. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on revient très vite, c'est qu'on met beaucoup de choses en place. Là, j'ai appris hier que j'avais une fracture fatigue du métatarse au pied gauche. Donc ça faisait 4 semaines que j'avais mal. J'ai fait le trail de Calvi avec cette douleur qui commençait à vraiment monter. J'ai un peu laissé traîner. J'ai regardé tout à l'heure 180 km, tu vois, de course à pied dessus. Parfois à plus pouvoir marcher en rentrant. Donc c'est un peu idiot. Mais on est aussi un peu idiot. Et Tu peux pas arrêter de suite, vous confirmez ma position, ça va passer. ouais, tu te dis, tu vois, je disais au kiné, non, mais c'est peut-être une bursite, une tendinite. Donc avec la course à pied, ça va aller.
Donc là, j'ai reçu le résultat et maintenant que je sais que j'ai ça, d'ailleurs merci Thibaut Garivier, chez qui j'ai passé l'IRM, je sais que je vais pouvoir complètement couper la course à pied. Voilà pourquoi aussi ça me tient à cœur de garder de la natation dans l'année, c'est que tu vois, c'est le sport, t'es blessé de partout sauf aux épaules, tu peux nager. Et en fait ça me fait un bien fou. Donc ça, le ski alpinisme dans la chaussure, c'est quasi un plâtre. Donc ça, tu vois, ça va être ok. Mais ouais, ça a été un petit coup dur quand même parce que j'ai quasiment jamais eu de blessure et je pense que j'ai compensé en fait pendant 3 mois suite à mon entorse à droite. C'est ce que j'allais te demander, c'est l'autre pied. Non, mais je suis quasiment sûr parce que j'ai coupé assez peu quand même l'entraînement avec mon entorse. Mais je l'ai fait intelligemment, tu vois, je faisais du plat, mais je pense que mécaniquement, j'ai beaucoup plus mis sur le Lavaredo, sur l'UTMB, de l'impact à gauche. Et donc, je m'étais jamais fait de fracture de fatigue avant. C'est pas anodin, quoi, que ce soit l'autre pied. Ouais, c'est des blessures de contrainte. On appelle ça fracture de fatigue, de stress ou de contrainte. Ça a trop pris comme contrainte et tu découvres pas le sport. Donc si ça arrive, c'est que biomécaniquement, tu as changé quelque chose qui fait que ça a pété. Ouais, exactement. J'ai pas augmenté le volume non plus à l'année, tu vois. Donc c'est pas lié à ça. C'est quoi les projets là du coup? Comment tu te projettes sur les semaines, mois à venir en termes sportifs et guérison? Bah écoute, là je sais que j'ai encore vu, ça fait maintenant 4 semaines que je l'ai, cette fracture. Elle a commencé déjà, l'œdème a commencé à s'ossifier. Donc on est sur déjà de la récup quand même. J'ai encore 2 semaines sans courir, minimum. Mais tu vois, je vais aller nager, je vais faire du vélo, doucement, le vélo, pas trop fort pour pas forcer sur le pied. J'attends avec hâte l'arrivée de la neige pour faire du ski. Et en fait, je prends ça comme un peu un repos forcé parce que vraiment mon défaut, c'est pas de pas prendre assez de repos, mais tu vois, moi, si une journée je fais pas de sport, je vais pas le faire parce que je dépense des calories, mais vraiment parce que j'aime cet effort, quoi. Ouais. Tu vois, d'être dehors. Donc là, ça va me forcer à me calmer un peu et j'espère planifier ma saison 2025 encore mieux. Ouais, ok. En tout cas, après ton entorse, t'es revenu très fort. Avec probablement ton meilleur résultat aujourd'hui. On peut se souhaiter qu'après cette blessure qui arrive là, tu reviennes encore un cran au-dessus. Des fois, ça arrive. Bah ouais, non, mais je pense que tout arrive pour quelque chose, de toute façon, dans la vie classique, mais dans le sport aussi. Et en fait, ça te permet de te remettre en question beaucoup, tu vois. On a besoin souvent de se prendre un mur pour, dévier de trajectoire. Donc, je pense que je vais aussi un peu plus m'écouter. Tu vois, on me disait souvent que j'étais dur au mal. Mais moi, je me considérais pas dur au mal parce que c'est peut-être bête à dire, mais je me disais que si je pensais être pas dur au mal, en fait, j'allais biaiser la réalité. Et donc, je me disais juste, non, si t'as mal, mais c'est pas insupportable. Mais tu vois, l'échelle, le curseur comme ça, il faut aussi le réadapter. Quand on fait de l'ultra-endurance, on accepte un peu plus la douleur quand même. Donc, faut être attentif à ça et s'écouter un peu plus, je pense. Cette année, t'as terminé, je viens de le dire juste avant, 6e de l'UTMB. Selon toi, c'est quoi, si tu prends juste un peu de recul sur cette performance, donc maintenant il y a 4 mois, si tu prends du recul sur cette performance, c'est quoi les gros jalons qui t'ont amené à cette performance exceptionnelle? C'est quoi, à quoi tu l'attribues cette grosse perf? Il y a tellement. Tu peux mentionner plusieurs choses. Il y a beaucoup de paramètres parce que c'est ce qui est intéressant dans l'ultra. C'est pas du tout lié qu'au physique et qu'à l'entraînement physique. Mais globalement, il y a, je pense, 3 points clés en 4 ans qui m'ont amené à ça. C'est alors premièrement la nutrition à l'effort. Je me souviens encore qu'en 2019, j'abandonne la TDS parce qu'à Beaufort, donc au bout de 80 km, j'avais bu 1,5 litre d'eau. Voilà, au bout de 80 km. Hein, et j'avais mangé 2 barres énergétiques de 25 grammes. Voilà, à quel point, tu vois, je pensais pas justement. Donc ça, c'est le point clé, la nutrition. J'ai un plan nutritionnel maintenant qui est pas parfait, je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais qui me convient et que voilà, je sais que ça passe sur, pour l'instant, 35 heures. Je sais pas plus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le mental. Je l'ai beaucoup travaillé parce que d'ultra en ultra, t'es un peu obligé de travailler ça. C'était mon 30e ultra là, en 2024.
Donc mentalement, quand ça va pas, tu sais que ça va revenir, alors qu'avant, quand t'as pas expérimenté ça, bah, c'est compliqué de se projeter. Et puis le troisième point, forcément, l'entraînement spécifique. Tu vois, quand tu connais ce que c'est qu'un 100 miles, et notamment l'UTMB, bah, quand tu y reviens, tu sais ce qu'il faut travailler. Je me suis mis à travailler le plat, parce que je sentais bien que sur les 30 premiers kilomètres, j'arrivais à tenir les top 10, mais j'étais en sur-régime en fait par rapport à eux. Mathieu Blanchard qui lui discute parce qu'il est en aisance, moi j'étais pas comme lui, tu vois. Donc physiquement on a quand même beaucoup bossé et je pense que la partie qui manque est un petit peu un mélange de mental et de physique, tu vois, du spécifique sur 2-3 aspects et mentalement arriver à switcher à certains moments. Voilà, c'est... Ouais, c'est ce que j'allais te demander, là où tu en es dans ta carrière. Pareil, si tu prends un peu de recul, selon toi, maintenant, elle se situe où tes marges de progression à venir? Je pense que c'est un peu des essais-erreurs, tu vois. T'arrives à un point où t'es obligé de faire un peu un pari sur, bon, bah maintenant, la saison prochaine, tiens, on tente quoi? J'ai l'impression que, moi, tu vois, l'an dernier, j'avais l'impression qu'il fallait que je me confronte à que des courses de très haut niveau pour progresser. Parce que ce qui me bloquait, je pense que c'était émotionnellement et mentalement, quand je prenais part à une course en fin de saison avec beaucoup de niveaux, et ben, j'étais pas prêt à ça, tu vois. Et donc, on a essayé ça. Je pense que ça a fonctionné. Sur l'UTMB, j'étais très serein et je pensais qu'à moi. J'avais pas en tête, ah ouais, il y a tout ce monde derrière, il y a tout ce monde devant. Ils sont hyper forts et je vais prendre une tôle, tu vois. Pas du tout. Et donc, l'an prochain, je sais pas encore ce qu'on va décider de travailler avec mon entraîneur, mais ce sera sûrement un essai, un nouvel essai. Tu me corrigeras si je me trompe. J'ai eu le sentiment, en écoutant des choses que tu as pu dire dans des podcasts récemment, ou en lisant un petit peu tes publis, là, en préparant l'interview, que tu avais un peu gagné en maturité ou en prise de recul dans ta pratique. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens? Et si oui, c'est quoi qui a déterminé cette évolution du sportif Arthur que tu es aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est l'ultra. Je pense que c'est l'ultra, l'esprit de l'ultra qui, tu vois, t'en fais aussi, donc tu vas comprendre ça. Mais ça te met tellement dans des retranchements. Tu fais un point sur ta vie, sur... non mais je me souviens encore de l'échappée belle ou de la diag où il y a des montées où je les ai fractionnées en 10 ou 15 fois, où je m'arrêtais sur un caillou, notamment l'échappée belle, et je me disais, mais là, j'y arriverai plus, je suis nul. Tu arrivais à choisir un caillou parmi tous ceux disponibles. C'est ça, et en fait, tu te rends compte que on est un peu des personnes après qui positivons beaucoup de choses parce que en fait il y a beaucoup de choses qui sont pas si difficiles, il y a plein de choses qui sont pas pénibles. On se met, tu vois, quand je suis en ville, j'ai beaucoup de mal avec la ville, quoi. Les gens stressés, les gens où tout va pas, qui râlent pour un rien. Mais moi je leur dis, j'ai envie de leur dire, mais là on est bien, tu vois. Pourtant on aime bien l'ultra, hein. Moi j'adore ça, mais quand pendant 10 heures, t'es avec toi-même et t'as mal de partout, mais vraiment t'as mal de partout, et que tu vois que tu peux continuer, bah ton état d'esprit et ta maturité augmentent, et je pense que après t'es quelqu'un de bien plus serein. C'est une espèce école mentale où tu peux grandir. Mais tu sais, il y a une phrase qui m'avait marqué, je sais pas où je l'ai lu, mais c'est que un ultra, c'est une vie. Je me demande si c'est pas dans le bouquin de Kilian Jornet, ouais, où il dit que un ultra c'est une vie. Tu nais sur la ligne de départ, c'est ta naissance. Après, t'as une vie entière pendant 170 kilomètres avec des hauts, des bas, des euphories, des coups de down. Des rencontres? Exactement, des rencontres. Bon, il y a en général pas le sommeil, mais tu vois. Et à la fin, c'est presque la mort quand tu passes ta ligne d'arrivée, c'est la fin de cette vie-là. Mais du coup, t'as vécu 30 vies si t'as fait 30 ultras, donc t'as appris beaucoup de choses. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est marrant que tu soulignes cette espèce de mort à l'arrivée, parce que même si c'est ultra difficile et quand on termine, souvent on n'en peut plus, t'as quand même assez rapidement cette envie de retourner vivre des choses que t'as vécues dedans, parce que il y a des gens qui disent que c'est de l'addiction, et je suis pas du tout d'accord avec ce terme-là. La bigorexie, c'est une pathologie spécifique, et dire que c'est de l'addiction parce que t'aimes courir longtemps, je pense que c'est
complètement inapproprié. Mais c'est parce que tu as vécu des choses positives ou des choses intéressantes. Tu te retrouves avec toi-même, tu penses à toi-même et à ta vie. C'est un moment qui est quand même... On a rarement cette occasion dans la vie de tous les jours. Non, mais bien sûr, la bigorexie, pour faire une parenthèse, tu vois, moi, je pense que, personnellement, je vais pas parler pour les autres, mais je suis bigorexique. Parce que quand je suis blessé, je vais trouver la natation, tu vois, je vais aller nager. Ça, c'est la bigorexie, c'est avoir besoin quotidiennement de ta dose d'endorphine et de sport. Maintenant, vouloir refaire un ultra quand t'as passé la ligne d'arrivée, pour moi, c'est pas, tu l'as dit, c'est pas de la bigorexie, c'est juste que t'aimes ça, en fait. T'as trouvé tellement de points positifs. S'il y a plus de positifs que de négatifs dans ta course, bah, tu vas vouloir y retourner. Et souvent, en fait, t'as tellement appris sur toi que malgré peut-être un résultat moindre ou des choses qui se sont passées qui étaient pas prévues, il y a tellement de positifs que tu veux y revenir. Il y a aussi quelque chose qui me fait rire, c'est que, bon, fin de la parenthèse après ça, mais souvent les personnes qui te disent « Ah, t'es peut-être addict au sport parce que tu vas retourner courir longtemps ou parce que tu cours beaucoup par semaine », c'est des personnes qui passent énormément de temps dans le canapé. Et moi, je me dis souvent, est-ce que t'es sûr que c'est pas toi qui n'as pas le bon comportement à passer autant de temps sédentaire et que normalement, on n'est pas plutôt censé être aussi actif physiquement que je le suis? Bah, c'est ça, je les invite à lire Born to Run, tu vois, comprendre qu'on est né pour faire de l'ultra. Finalement, on est des chasseurs-cueilleurs et on n'est pas né à passer 8 heures devant un écran. Il faudrait regarder, comparer le temps d'écran des ultra-trailers et des sédentaires. Ouais, je dois être un outlier dans le lot, mais oui, ou juste relié les recommandations de l'OMS sur l'activité physique, rien que ça serait déjà une base. Je voulais te poser une question sur un invité qui est déjà passé dans mon podcast, qui était le tout premier, avec qui tu passes beaucoup de temps à l'entraînement. J'ai envie de parler de Ludo Pomeray. J'ai l'impression que vraiment tu as passé beaucoup de temps ces dernières années donc tu l'as rencontré dans l'équipe Compressport, si je dis pas de bêtises. Oui. La première fois, ça devait être avec Compressport, ouais. On se croisait avant. Mais en tout cas, on a passé plus de temps via Compressport. Ouais. J'ai l'impression que... Enfin, je me posais la question, est-ce que passer ce temps avec lui, ça t'a aidé à grandir en tant qu'ultra-trailer? Qu'est-ce que tu retires de cette relation que tu as avec ce sportif qui n'est pas n'importe qui? Ludo Pomeray, c'est quand même un sportif qui, je pense, autant mentalement qu'en termes de perf, qu'en termes de stratégie, qu'en termes d'entraînement, on a beaucoup de choses à apprendre de lui. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette relation que tu as avec lui? Ouais, je vais le tailler. Grandir, c'est un grand mot parce que c'est un enfant, hein. Non, en vrai, déjà on s'entend hyper bien. C'est très simple entre nous. Quand on s'entraîne, voilà, je pense qu'on prend plaisir tous les deux et sans forcément passer des heures à parler. Après, j'analyse beaucoup pas comment il s'entraîne, parce que là on a deux manières totalement différentes de s'entraîner. Mais en fait, je prends beaucoup de conseils de lui, juste en le regardant vivre, parce que il a réussi à trouver un équilibre, si tu veux, entre pression de l'entraînement, vie familiale, et il arrive à, tu vois, quand on le voit, on va se dire, mais en fait, il s'en fiche de tout. Quand il y a une course, il se lève au dernier moment, il petit déjeune ce qu'il a envie de petit déjeuner, et en fait, je pense que c'est ça, c'est son équilibre. Après tant d'années, je pense que très peu de personnes sont capables de maintenir une rigueur extrême pendant 20 ans. Et moi, j'aimerais bien durer comme lui. J'aimerais bien, à 50 ans, faire encore un top 10 à l'UTMB, tu vois, ou gagner la Diag. Et je pense que j'ai besoin de m'inspirer de lui sur ça pour durer. Donc, très souvent, ouais, je me dis, attends, en fait, prends-toi pas non plus trop la tête. Fais les choses comme tu le sens. Rigole, fais des soirées, tu vois. Voilà, on n'est pas du tout strict. J'étais encore avec lui le week-end dernier. On faisait une soirée. C'était trop bien, quoi. On s'est vraiment amusé. Et du coup, j'apprends quand même beaucoup de lui, ouais. Alors, si ça te rassure, lui aussi t'avais un petit peu taillé, gentiment. Mais il avait dit, pour revenir exactement sur cet exemple, il avait dit que, par exemple, toi, avant l'UTMB, t'étais déjà couché avec ton téléphone confisqué et que lui, il était à la soirée Compressport. Ah, tu vois? Donc peut-être que on retrouve, tu vois, un peu ça. Quand tu dis il s'en fout de tout, je sais pas s'il s'en fout, mais en tout cas, il se dit, bon, ça va me détendre, peut-être, c'est peut-être sa soupape, tu vois. Mais je pense que, comme je t'ai dit, j'y viendrai à ça. Actuellement, je pense que dans l'évolution de ma carrière, j'ai besoin de ce cadre, justement pour me mettre en confiance et parce que ça fait pas 20 ans que j'en fais. Donc là, je suis encore capable et ça me coûte pas, en fait, tu vois, de donner mon téléphone à Justine. C'est même bien, c'est vraiment j'ai de la chance, tu vois. Elle s'occupe de tout.
Mais j'y viendrai comme lui, détente. Puis il a plus rien à prouver aux autres déjà. Même si on n'aime pas dire qu'on veut prouver aux autres, je pense que la nature humaine veut prouver aux autres. Mais par contre, il veut juste se prouver à lui-même qu'il est encore capable de s'éclater dans ce sport. Pour finir sur Ludo, est-ce que cette expérience de pacing avec lui sur son record de la hard rock et sa victoire, ça t'a appris quelque chose? Ça t'a marqué d'une façon ou d'une autre? Ouais, déjà, ça m'a permis de découvrir la hard rock. J'ai encore plus envie d'y aller. Donc, un jour, j'irai vu que je fais les tirages au sort. Mais quand, je sais pas. Après, ça m'a appris, sur le fait, tu sais, quand tu cours un ultra dans le top élite, tu te dis souvent ah là moi je suis pas bien, tu te dis comment toi tu vas gérer la chose, mais tu vois pas comment les autres gèrent leur coup de moins bien parce que t'es jamais à côté d'eux, même si t'es à 5 minutes tu te vois pas. Et là en fait j'étais avec lui pour le pacer et donc j'ai vécu ces coups de bien. Bon, il y a pas eu beaucoup de coups de moins bien, je te le dis, mais tu vois il y a un moment il a explosé ses 2 ampoules au talon et il me dit juste ah bah ça y est ça vient de péter. Je comprends pas et tout. Il me dit ouais les ampoules là c'est à vif donc va falloir faire avec. Et je me souviens, je me suis dit ok donc en fait ça arrive aux autres aussi et comment eux gèrent, j'ai appris ça tu vois et c'est une chance en fait de pacer quelqu'un sur un ultra parce qu'on n'a pas la chance de le faire en temps normal quoi. En France il y a très peu d'endroits où tu peux pacer un coureur. Oui, t'en as quasiment pas des courses avec pacer. J'allais l'échappée belle, mais globalement, je crois que c'est tout. Hein. Enfin, ouais, exactement. C'est rare, quoi. C'est ça. T'as l'échappée belle et après, j'en connais pas d'autres. Donc, Arthur, on est à la fin de cet échange. Déjà, j'aurais encore 10 000 questions à te poser, mais on va arrêter là pour cette fois. On va avoir un petit moment d'échange réservé aux abonnés Patreon, mais je te propose que pour tout le monde, on se quitte ici. 3 petites questions pour clôturer. Est-ce que tu as un objectif sportif à long terme qui te fait rêver? Ouais, à long terme, ce qui me maintient en éveil, tu vois, qui maintient la flamme, c'est quand même de gagner la Diag ou l'UTMB, pas parce que voilà, faut pas non plus, ce serait génial, hein. Mais si je gagne une fois dans ma carrière l'UTMB ou la Diag, franchement là, ce serait incroyable. Est-ce que tu vas participer à la Diag bientôt? Très bientôt. Okay, d'accord, c'est ce que tu disais un peu au début. Ouais, c'est validé en 2025. Je vais faire l'impasse sur l'UTMB parce que j'aimerais trop y retourner, mais je suis pas capable physiquement de me préserver pour la Diag si je fais l'UTMB. Je vais tout donner comme chaque année sur l'UTMB et je ressors, je suis vidé. Et là, je veux vraiment faire de la Diag mon objectif 2025. Donc j'y serai. Ok, bon écoute, on va suivre ça avec impatience. Je croise les doigts pour toi. Est-ce que tu as un message, quelque chose que tu aimerais que les auditeurs retiennent de toi ou de ta vision du sport, du trail, quelque chose que tu aimerais qu'ils gardent en tête? Ouais, j'aimerais bien que, c'est très simple, hein, mais que les gens se disent que juste je fais ça par plaisir, pas parce que c'est à la mode, pas parce que on est bon là-dedans, tu vois, mais juste parce que quand tu prends une paire de baskets et que tu commences à aller en montagne et que tu fais progressivement du long, on dit, la nature, je pense, est bien faite et c'est pas une drogue, mais on sent qu'on est fait pour ça. Et quand tu te retrouves un jour où il fait beau, tout seul en montagne, sans ton téléphone, tout, je veux dire, c'est un cadeau de Noël. Donc juste que voilà, le plaisir m'anime et je continuerai tant que j'aime ça. Ok, super. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures sportives? Sur Instagram, je suis bien présent parce que j'adore partager ce que je fais et j'adore regarder aussi ce que mes amis font. Tu vois, il y a vraiment cette double utilisation d'Instagram, pas pour zioter, mais en fait pour prendre l'information, me dire ah tiens l'hiver, il a fait tel couloir, je vais lui écrire, ça se trouve. Donc sur Instagram, je suis quand même très présent et Strava, ça dépend des périodes. J'avoue qu'avant l'UTMB, avant la Diag, je vais poster un peu moins parce que j'ai aussi un entraîneur quoi et donc il faut respecter son travail. Je peux pas tout divulguer, mais sur Strava, je suis quand même présent. Ouais. Arthur, je te remercie beaucoup pour tes réponses à toutes mes questions et je te souhaite évidemment le meilleur pour ta saison 2025. Merci, puis on se verra peut-être sur des courses. Oui, très certainement.
Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a aidé, éclairé, guidé vers des réponses, inspiré ou simplement diverti. Il a été rendu possible grâce au soutien de mon partenaire nutrition For Endurance, qui propose une large gamme d'excellents produits de nutrition sportive, comme des gels énergétiques, des boissons sportives et des bars. Personnellement, je vous recommande le Endurance Energy Unit Gel saveur citron et le Energy Unit Drink saveur pastèque qui, en plus d'être bons, ont une composition cohérente avec la littérature scientifique. Si vous souhaitez utiliser les mêmes produits que moi pour vos entraînements et vos courses, ou d'autres, je vous invite à vous rendre sur forendurance.fr. Le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.